Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. L'affaire d'aujourd'hui a secoué le Chili récemment, c'est une affaire vraiment choquante, ça fait mal au cœur. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter le sponsor qui m'accompagne depuis plus d'1 an, eBay Club. Est-ce que je dois vraiment vous présenter cette marque ? Franchement. Le principe d'eBay Club, c'est de récupérer de l'argent sur vos achats en passant par les sites partenaires d'eBay Club. D'où le nom cashback, l'argent te revient, le cash te back. Vous récupérez du cash lors de vos achats en ligne, mais pas seulement, puisqu'eBay Club propose également du cashback en magasin et du cashback en bon d'achat. Là, comme vous pouvez le voir, je récupère du cashback lors de mes achats, et même quand l'un de mes filleuls effectue des achats avec son compte eBay Club. On est de plus en plus nombreux à faire nos achats quasi exclusivement en ligne, flemme de sortir, trop de monde dans les magasins, bref, autant gagner de l'argent en même temps, n'est-ce pas ? Et ça tombe bien puisque le Black Friday approche à grands pas. C'est le 29 novembre. Donc en plus de profiter des réductions du Black Friday, vous récupérez de l'argent avec eBay Club. C'est du double gagnant, on va dire ça comme ça. Et pour les plus gourmands d'entre vous, ou pour les plus crevards, il est également possible de gagner de l'argent en répondant à leur sondage. J'ai bien sûr un bon plan pour vous aujourd'hui. 6 € lors de votre inscription au lieu de 3 € en passant par le lien que je vous ai épinglé en espace commentaire. Je vous le glisse également en barre d'informations. Il n'y a pas de quoi. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. Yo en mi estado de WhatsApp siempre le escribo cosas a la Fer, que la amo, que la extraño, que se esté tranquila, esté donde esté, porque yo sigo buscándola y voy a llegar a ella sí o sí. Nada, ni nadie me va a parar. L'affaire d'aujourd'hui se déroule en 2018 à Conchalí, une commune au nord de Santiago du Chili où vivent essentiellement des familles modestes. Et c'est dans l'une de ces familles que Fernanda a vu le jour. Fernanda Damaris Maciel Correa est née le 9 mai 1996 dans la commune d'Independencia, au nord de Santiago. Ses parents sont Paola Correa et Angelo Maciel et elle a une petite sœur, Valentina. L'enfance de Fernanda a été marquée par plusieurs drames. Tout d'abord, le divorce de ses parents en 1999. Fernanda n'avait que 3 ans à ce moment-là et elle a très mal vécu cette séparation, d'autant qu'elle était très proche de son père. Elle le voit bien sûr après le divorce, mais il n'est plus aussi présent pour elle, et cette distance a un impact durable sur la petite fille. En grandissant, Fernanda commence à ressentir de plus en plus le poids de cette absence, ses résultats scolaires sont de moins en moins bons, et elle montre de plus en plus de signes de rébellion, que ce soit à l'école ou à la maison. Ses rapports avec sa mère sont très conflictuels, ce qui rend la vie à la maison compliquée. En 2007, alors qu'elle est âgée de 11 ans, et tandis que ses notes continuent de chuter, son école décide de la rediriger vers le Sename, le service national pour les mineurs. Alors le Sename, c'est une institution chilienne qui est chargée de s'occuper des enfants ayant besoin d'une assistance spécialisée. En France, je pense que pour l'équivalent, on peut parler d'éducateurs spécialisés. Et dès son entrée dans le programme, Fernanda participe à des thérapies conçues pour l'aider à gérer ses émotions et son comportement. Elle y rencontre d'autres jeunes vivant également des situations familiales complexes et ça lui permet de se rendre compte qu'elle n'est pas seule à traverser une épreuve familiale. Pourtant, ce programme qui était censé aider Fernanda à améliorer son attitude semble avoir l'effet inverse. D'après sa mère Paola, les problèmes de comportement de Fernanda s'accentuent lorsqu'elle rentre au collège. Elle est encore plus rebelle qu'avant, elle fuit la maison en cachette, elle erre dans les rues et elle se fait même ramener chez elle par la police à plusieurs reprises. Paola est bien évidemment terrifiée à l'idée qu'il puisse lui arriver quelque chose, mais Fernanda n'en fait qu'à sa tête. Et ses résultats scolaires continuent de chuter, à tel point qu'elle redouble. En 2011, Fernanda est âgée de 15 ans et elle est toujours en échec scolaire. Et Paola ne veut pas que sa fille décroche complètement. Elle sait que si elle abandonne, sa fille ne pourra plus rattraper son retard scolaire et aller savoir ce qu'elle fera de sa vie. Elle l'inscrit alors dans un nouvel établissement qui propose la possibilité de passer 2 classes en une année. Le but, c'est de lui faire rattraper son retard pour qu'elle intègre ensuite la classe appropriée à son âge. Paola ne lâche pas l'affaire, elle veut que sa fille s'en sorte. Certes, Fernanda doit fournir du travail de son côté, mais sa mère est derrière elle. Et ça semble fonctionner. Fernanda redécouvre, on va dire, le goût de la scolarité. Elle se met progressivement à apprécier les matières scolaires. Malheureusement, en 2012, un nouveau drame la frappe. En juillet, elle apprend le décès de son père. Il est mort à la suite d'un AVC. Et c'est un énorme coup de massue pour elle. Alors oui, c'est vrai qu'elle ne voyait pas son père très souvent depuis le divorce de ses parents, mais elle avait maintenu un lien avec lui. Elle était très attachée à lui. Et pour lui rendre hommage, d'une certaine façon, elle se fait même tatouer son nom sur un doigt. Et Paola sait que cette épreuve est très très compliquée
compliqué pour sa fille et que ça peut de nouveau tout faire basculer. Fernanda est de nouveau agressive avec elle, elle cherche le conflit en permanence, mais Paola ne lâche pas l'affaire. Et Fernanda se relève malgré son chagrin. Elle avance sur le plan scolaire et elle parvient même à valider 2 années en une. Cela dit, l'école sur du long terme, c'est pas pour elle. Ok, elle est parvenue à rattraper son retard scolaire, ok, elle commence à développer une relation un petit peu plus saine avec sa mère, mais elle ne veut pas poursuivre d'études supérieures. Lorsqu'elle a 18 ans, elle trouve du travail comme barmaid dans plusieurs bars de la ville, et c'est à partir de là qu'elle lâche définitivement l'école. Et d'après sa mère Paola, c'est à ce moment-là que Fernanda commence à s'entourer de personnes peu fréquentables. Ces nouvelles amitiés ont apparemment un impact négatif sur son comportement, ce qui détériore fortement la relation entre Paola et Fernanda, qui avait commencé à s'assainir. Après, je pense que beaucoup de parents connaissent cette situation lorsqu'un enfant est adolescent, qu'il est déjà en conflit avec le père ou avec la mère. Il suffit qu'il fréquente des personnes à l'extérieur qui le poussent un petit peu dans ses délires pour qu'il se rebelle davantage. Bon, forcément, les disputes s'intensifient à la maison, à tel point que Fernanda quitte de plus en plus souvent le domicile familial pour passer davantage de temps avec ses amis. Et comme je vous l'ai dit, malheureusement avec les adolescents, quand vous leur dites ne fréquente pas telle ou telle personne, bon, pour marquer, on va dire, un petit peu leur indépendance, leur côté, non mais je suis grand, je suis plus un enfant, ils vont faire tout l'inverse. D'ailleurs, une fois, j'avais vu un documentaire où c'était un pédopsychiatre qui parlait, si je vous dis pas de bêtises, et en gros, il disait, ouais, quand vous avez des gosses adolescents et que, voilà, ils se perdent un petit peu, ils fréquentent de mauvaises personnes, en fait, il faut leur dire tout l'inverse pour obtenir du résultat. Genre, je sais pas, enfin, après, je suis pas sûre que cette méthode fonctionne. Si votre enfant traîne avec des dealers ou avec des personnes qui font de grosses bêtises, je suis pas sûre qu'en lui disant ouais, j'aime trop ton pote qui vend de la drogue, continue de le fréquenter, je suis pas sûre que l'enfant arrête de le fréquenter. Enfin, je sais pas, dites-moi en espace commentaire ce que vous en pensez. Pour en revenir à Fernanda, durant cette période, elle rencontre plusieurs garçons. Bon, ça n'aboutit jamais sur du sérieux, mais début 2017, alors qu'elle est âgée de 20 ans, elle rencontre celui dont elle tombe éperdument amoureuse, Louis Peterson. Louis est un chauffeur de taxi de 36 ans qui a déjà un enfant d'une précédente union et leur relation débute sous les meilleurs auspices. Ils partagent de bons moments, Louis est gentil avec Fernanda et rapidement ils se projettent ensemble. Mais au fil des mois, la relation se dégrade, les disputes deviennent de plus en plus fréquentes. Alors apparemment, la cause de leur dispute, c'est la jalousie de Fernanda. Elle a toujours l'impression que Louis la trompe ou qu'il va la tromper, mais elle l'aime. Donc elle reste avec lui. Durant l'été 2017, elle trouve un emploi de serveuse dans un bar de l'aéroport international de Santiago. C'est un CDD de 2 mois dans une entreprise sérieuse qui peut ensuite déboucher sur un contrat plus longue durée. Et ça, c'est positif. Fernanda veut avoir une situation professionnelle plus stable. Mais peu après son embauche, elle découvre qu'elle est enceinte. Ça, c'est totalement inattendu. Elle n'a que 21 ans, elle vit toujours en grande partie chez sa mère. Disons que faire un enfant, ça ne faisait pas partie de ses projets sur du court terme ou du moyen terme, puisqu'elle doit d'abord s'installer avec son compagnon. Mais elle prend ça comme une bonne nouvelle malgré tout. Elle est amoureuse de Louis, elle n'est pas à la rue, donc elle se dit que bon, la situation va évoluer positivement. Le problème, c'est que lorsqu'elle avertit son employeur de sa grossesse, elle est licenciée. Et ça, c'est plutôt étonnant, vu que son CDD ne courait que sur 2 mois. C'est ce qu'on appelle un licenciement abusif. Et au Chili, c'est illégal. Elle porte l'affaire devant les tribunaux et elle remporte la bataille juridique. Son employeur est contraint de la garder jusqu'à 6 mois après la naissance de son bébé, ce qui lui garantit une stabilité financière pendant toute sa grossesse. Et pour Fernanda, c'est une excellente nouvelle. Ça lui permet d'envisager les prochains mois avec sérénité. Sauf que, le 10 février 2018, Fernanda, qui est à présent enceinte de presque 8 mois, quitte le domicile de sa mère vers 17h30 avec uniquement son téléphone portable. C'est la dernière fois que Paola reverra sa fille vivante. À la tombée de la nuit, Paola commence à s'inquiéter. Elle a tenté de joindre Fernanda à plusieurs reprises sur son téléphone, mais il est sur messagerie. Et Paola a bien remarqué que sa fille n'avait pas pris son sac à main en partant, elle n'avait que son téléphone portable. Donc elle a pensé qu'elle s'absentait 1 heure ou 2 pour se changer les idées. Mais là, c'est bizarre. Et au fur et à mesure que les heures passent, l'angoisse de Paola grandit. Il est évident que quelque chose ne va pas. Paola appelle tous ses contacts, elle fait le tour du quartier, mais depuis son départ de la maison, personne n'a vu ni parlé avec Fernanda. Et personne ne sait où elle pourrait se trouver. Et impossible de joindre Louis, le compagnon de Fernanda. Il ne lui répond pas au téléphone. Le lendemain matin, à la première heure, Paola alerte les autorités.
mais on ne prend pas la disparition de sa fille au sérieux. Et Paola a beau leur expliquer qu'elle est enceinte, elle est partie sans son sac, donc sans argent, sans document d'identité. Elle se prend une fin de non-recevoir et ce sont les réseaux sociaux qui vont faire le taf, comme dans beaucoup d'affaires de disparition. La nouvelle de la disparition de Fernanda fait rapidement le tour des réseaux. On parle quand même d'une jeune femme de 21 ans, enceinte de presque 8 mois, qui s'est littéralement évaporée en sortant de chez elle. Forcément, ça émeut le public. Et très rapidement, les réseaux sociaux se remplissent de messages, de photos et d'appels à l'aide pour qu'elle soit retrouvée saine et sauve. La communauté se mobilise, les habitants de Conchali organisent même des marches et des prières pour accélérer les recherches, mais surtout pour que les autorités se bougent le fiac, si c'est pas trop demandé. Pendant ce temps, la famille de Fernanda tente de récupérer toutes les images des caméras de surveillance du voisinage pour comprendre ce qu'il s'est passé. Et sur une vidéo qui date de la veille, aux alentours de 18h, on peut voir Fernanda marcher en direction d'une maison du quartier appelée la Bodega. C'est à 40 mètres à peine de son domicile. Alors, ce que les habitants du quartier nomment la Bodega, c'est en fait une propriété, c'est comme une grande maison qui sert d'entrepôt à tissu et à toile. Et c'est d'ailleurs l'un des amis et voisins d'enfance de Fernanda qui y travaille, Felipe Rojas. Alors, Felipe est cuisinier, mais il travaille également comme gardien dans cet entrepôt. Ça met du beurre dans les épinards, on va dire. L'entrepôt est fermé pour les vacances, mais Felipe a les clés, puisqu'il doit s'y rendre pour nourrir les chiens de garde et vérifier si personne n'a tenté d'y entrer par effraction. Malheureusement, l'angle de la caméra ne permet pas de savoir si elle est entrée dans la propriété ou si elle a simplement continué son chemin. Felipe est interrogé et il explique aux enquêteurs qu'il n'a pas vu Fernanda. L'entrepôt est fouillé, aucune trace de la jeune femme. La famille Maciel est rongée par l'inquiétude. Fernanda est enceinte de presque 8 mois. Elle attend une fille qu'elle va appeler Josefa et toutes les deux courent d'énormes risques si on ne la retrouve pas rapidement. Dans le cas où elle aurait eu un accident ou un malaise par exemple. Et c'est sous la pression des réseaux sociaux que les autorités ouvrent finalement une enquête. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu énormément de théories sur la disparition de Fernanda. Plusieurs hypothèses qui se sont entremêlées et qui ont fortement ralenti le travail des autorités, qui n'était déjà pas à son maximum. Durant le mois de février, donc dès que l'enquête démarre, les autorités se concentrent sur un chauffeur de taxi qui, selon certains témoignages, aurait conduit Fernanda à l'hôpital le jour de sa disparition. On a pensé que c'était peut-être lui qui l'avait enlevé pour lui faire du mal. Bref, il est interrogé. Et oui, il admet qu'il a bien emmené Fernanda à l'hôpital pour des douleurs au ventre, mais c'était bien plus tôt dans la journée. C'est d'ailleurs lui qui l'a ensuite ramenée chez elle après sa consultation, puisqu'elle avait récupéré son numéro. Il n'a rien à voir avec cette disparition. Et après vérification, les enquêteurs réalisent qu'effectivement, la prise en charge s'est faite dans la matinée. Les jours et les semaines qui suivent, les recherches et les battues ne permettent toujours pas de retrouver Fernanda, ni aucune piste solide. Cela dit, les témoignages se succèdent et ils mènent dans plusieurs directions possibles. Le 7 mars, par exemple, 2 chauffeurs de taxi se manifestent pour déclarer qu'ils ont également transporté Fernanda avant sa disparition. L'un des chauffeurs raconte notamment qu'il avait l'habitude de conduire Fernanda dans divers endroits et il ajoute que quelques jours avant sa disparition, il a remarqué qu'elle avait un comportement étrange, comme si elle était préoccupée par quelque chose. C'est un détail intéressant, mais ça n'apporte aucune piste solide à l'enquête. Cela dit, il y a bien un témoignage qui semble être un début de piste. Le témoignage d'une amie de Fernanda qu'on va surnommer Maria. Maria raconte aux enquêteurs que Fernanda subissait des violences physiques de la part de Luis, son compagnon. Et pour étayer ses déclarations, elle fournit aux enquêteurs des audios dans lesquels il est effectivement question d'altercation entre Fernanda et Luis. Et forcément, avec ces nouvelles révélations, les soupçons s'orientent vers Luis. Jusque-là, Luis avait toujours déclaré aux enquêteurs qu'il ne savait pas où se trouvait sa compagne. Il ne l'avait pas vue le jour de sa disparition. Et il a appris qu'elle était portée disparue uniquement le lendemain. Il est de nouveau interrogé par les enquêteurs et ce qu'il raconte, c'est que lui et Fernanda vivent une relation intense avec beaucoup de hauts et de bas. Même s'ils s'aiment beaucoup, leurs disputes peuvent devenir très violentes. Une fois, Fernanda a même rayé sa voiture lors d'une altercation. Mais malgré ces tensions, ils sont heureux et ils ont des projets. Ils rénovent actuellement une maison pour s'y installer ensemble dès la naissance de leur fille. Pour les médias et pour le grand public, le comportement de Luis est étrange. Après tout, ce n'est pas la première fois qu'un homme serait impliqué dans la disparition de sa compagne. Est-ce qu'il n'aurait pas eu une dispute qui a dégénéré? Il a déjà levé la main sur Fernanda, après tout. Bon, Luis réagit très mal à ces accusations. Il écume les plateaux télé pour se défendre, mais c'est vrai qu'il est quand même assez violent. Il a même agressé un caméraman avec une barre de fer dans la rue. Et les enquêteurs se demandent aussi si Luis a quelque chose à voir dans la disparition de sa compagne. Comme c'est souvent le cas, le coupable pourrait être plus proche qu'on ne l'imagine. Mais après son interrogatoire, Luis est relâché et il est écarté de l'enquête.
Du moins pour le moment. La famille de Fernanda est de plus en plus désespérée. L'enquête a démarré et toujours aucune piste. Paola organise des manifestations pour attirer l'attention sur sa disparition, mais aussi sur les disparitions mystérieuses d'autres jeunes femmes dans la région, notamment des jeunes femmes enceintes. Et la rumeur qui circule, c'est que ces jeunes femmes ont été enlevées pour vendre leur bébé à l'étranger. Est-ce que Fernanda aurait été attirée en dehors de chez elle, puis elle serait tombée dans un traquenard ? Si c'est le cas, c'est une course contre la montre, puisqu'elle est presque à terme, et une fois l'enfant récupéré, Fernanda sera sans aucun doute exécutée. Mais pour les enquêteurs, cette piste est assez improbable. D'après les quelques images des caméras de surveillance du voisinage, Fernanda n'est pas sortie de son quartier ce jour-là. Il lui arrivait quelque chose, forcément, mais dans son quartier. Et voilà qu'émerge une nouvelle théorie. L'enlèvement de Fernanda n'est pas lié à son bébé. Non, son enlèvement serait lié à un gang de trafiquants de drogue. Alors, comment est née cette théorie ? Bon. Dans le coin, il y a des trafiquants de drogue plutôt connus des habitants. C'est un secret pour personne. Et une amie proche de Fernanda a révélé à la presse que quelques semaines avant sa disparition, Fernanda était vue en compagnie d'un ami qui livrait de la Marie-Jeanne. Et toujours d'après cet ami, elle n'allait pas bien. Elle semblait triste et malheureuse. Autant vous dire qu'il n'en a pas fallu plus pour les médias pour alimenter cette théorie. Ils ont notamment découvert que Fernanda possède 8 profils différents sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup pour une seule personne, n'est-ce pas ? C'est forcément lié à la drogue. Et les médias ont continué de creuser et ils ont découvert que Fernanda avait effectivement un lien avec un membre de gang. Quand elle avait 12 ans et qu'elle se trouvait au Sename, vous savez le programme de redressement pour mineurs, elle y avait rencontré un garçon du nom de Maximiliano Cuevas. Ce Maximiliano est membre d'un gang de trafiquants appelé Los Flores. Fernanda n'a jamais coupé les ponts avec lui. Ils ont même eu une brève liaison quelques années plus tôt et ils ont toujours gardé contact. Le problème, c'est que l'une des ex de Maximiliano en voulait à mort à Fernanda. Elle aurait même menacé de la tuer. Francesca Orellana. Francesca et les membres du gang Los Flores sont arrêtés, ils sont interrogés, mais ils n'ont rien à voir avec la disparition de Fernanda. Et c'est d'ailleurs lors de sa garde à vue que Francesca a appris que Fernanda était toujours en contact avec son ex. Comme quoi, les gars, les racontards peuvent aller loin, très loin. Et là, je ne vous donne qu'un dixième de toutes les théories qui ont circulé sur cette histoire. Toujours est-il que la mère de Fernanda rejette toutes ces spéculations autour d'un enlèvement lié au trafic de drogue. Paola connaît bien sa fille, elle sait qu'elle n'est pas impliquée dans ce type d'histoire. Et ce qu'elle déplore, c'est que toutes ces rumeurs détournent l'attention du public sur la recherche de sa fille. À présent, tout le monde est focalisé sur les théories autour des trafiquants plutôt que de se concentrer sur les recherches. Luis, le compagnon de Fernanda, s'est également exprimé sur cette histoire de trafiquants. Et d'après lui, si Fernanda est impliquée dans une histoire de drogue, c'est avec Felipe. Vous savez, le voisin qui garde l'entrepôt. Il y a une rumeur qui circule selon laquelle Fernanda serait une nourrice. Alors, nourrice, c'est le terme employé pour parler de ceux qui gardent les marchandises pour les réseaux de narcotrafiquants. Bref, Fernanda aurait reçu un paquet qu'elle aurait ensuite égaré et Felipe l'aurait exécuté pour régler cette affaire avec le réseau. Et pendant que la presse continue de relayer tout ce qui est possible et imaginable, des signalements affluent des 4 coins du Chili. Fernanda est aperçue un peu partout au Chili et même ailleurs. Vers la fin du mois d'avril, par exemple, un couple affirme avoir vu Fernanda à Bariloche en Argentine, où apparemment elle jonglait dans la rue. Alors selon eux, la jeune femme avait un look très différent de celui des photos parues dans la presse, mais c'était bien Fernanda. Paola, qui est désespérée après plus de 70 jours de recherche, entre en contact avec ce couple pour vérifier cette information. Il s'agit d'une femme chilienne et d'un homme argentin. Et ils affirment que la jeune femme, qu'ils pensent être Fernanda, était accompagnée d'une autre jeune fille, mais surtout qu'elle leur a dit qu'elle venait d'accoucher à l'hôpital de Bariloche. Paola fait un rapide calcul dans sa tête. La date d'accouchement correspond à la grossesse de sa fille. Ça pourrait effectivement être Fernanda. Elle se rend à l'hôpital de Bariloche pour vérifier cette information, mais il s'agissait en fait d'une fausse piste. Bon, c'est pas rare que des gens loufoques fournissent de fausses informations pour se rendre intéressants dans ce type d'affaires, ou alors que des personnes qui pensent bien faire racontent n'importe quoi. Mais le plus malheureux, c'est que Paola vérifie systématiquement les signalements qu'on lui envoie, et systématiquement, c'est n'importe quoi. Au mois de mai, soit 3 mois après la disparition de Fernanda, une nouvelle théorie émerge. Et si Fernanda avait choisi de tout abandonner ? Et si elle avait simplement décidé de partir pour commencer une nouvelle vie ailleurs ?
ou bien pour en finir. Cette théorie n'est pas si invraisemblable que ça pour certains. Fernanda n'a que 21 ans et sa grossesse représente une énorme responsabilité pour elle. Certes, elle était heureuse d'avoir sa fille, elle lui avait même choisi un prénom, mais sa relation avec Luis n'avançait pas tant que ça et ses rapports avec sa mère étaient encore très conflictuels. Et puis, c'est vrai que Paola a remarqué qu'avant sa disparition, Fernanda avait un comportement étrange. D'habitude, elle est plutôt bavarde et enjouée, mais depuis quelque temps, elle était très renfermée et elle parlait à peine. Mais si elle a décidé de partir pour recommencer sa vie ailleurs, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas emporté d'affaires avec elle ? Uniquement son téléphone portable qui ne borne plus depuis le 10 février d'ailleurs. Cela dit, si elle avait vraiment décidé d'en finir, alors effectivement, elle n'aurait rien emporté avec elle. Mais si elle s'était vraiment donné la mort, où est son corps ? Elle n'est pas sortie de son quartier. Donc où est son corps ? Pour Paola, sa fille est toujours vivante, quelque part. Elle refuse de croire qu'il lui arrivait quelque chose. Elle préfère croire que Fernanda et la petite sont quelque part en bonne santé. Pour la presse et l'opinion publique, Fernanda n'est pas quelque part en bonne santé. Il lui arrivait quelque chose de très grave. Et beaucoup de doutes qu'on puisse la retrouver vivante, elle ou sa fille. Et il faut attendre le mois de juin pour que les autorités se décident enfin à considérer la piste criminelle. Pour eux, jusque-là, Fernanda avait simplement décidé de partir loin. Les enquêteurs tentent alors de reconstruire le parcours de Fernanda depuis son domicile jusqu'à l'endroit où les caméras de sécurité ont capté ses derniers pas. Les images montrent qu'elle se dirigeait vers la bodega, vous savez, la propriété, l'entrepôt de tissus. Et c'est à même pas 1 minute à pied de chez Fernanda. La propriété est de nouveau fouillée, mais aucune trace de la jeune femme. Les semaines qui suivent, les recherches se poursuivent dans différentes zones et un important dispositif est mis en place autour du lac de Karen à Pudahuel et plus tard dans la commune de Huechuraba. Ce sont 2 communes qui se situent à même pas 20 km de Conchalí. Et malgré les efforts matériels déployés, aucune trace de Fernanda. À ce moment-là, comme vous vous en doutez, on recherche la jeune femme morte. Forcément, si on fouille le lac, c'est qu'on ne cherche pas quelqu'un de vivant. Et pour la famille de Fernanda, c'est un peu un choc, surtout pour sa mère, qui garde quand même l'espoir de la retrouver vivante. Surtout qu'au même moment, donc lorsque les recherches sont déployées, Paola et Luis reçoivent par la poste une lettre plutôt étrange. Dans la lettre, il y a la photo d'un bébé censé être celui de Fernanda. Le problème, c'est qu'il est impossible de confirmer qu'il s'agit bien de la fille de Fernanda et il n'est pas non plus possible de remonter jusque l'expéditeur. Donc ça pourrait être un cassos ou un dégénéré qui a envoyé ça pour faire son intéressant. Mais c'est quand même bizarre. Maintenant que les enquêteurs envisagent la piste criminelle, Paola reçoit cette photo comme pour écarter la piste criminelle, justement. Ce qui est sûr en revanche, c'est que Luis a un comportement de plus en plus étrange. Lorsqu'il donne des interviews, il a cette fâcheuse tendance à parler de Fernanda au passé. On parle au passé d'une personne morte, pas d'une personne disparue. Et puis, la relation entre lui et Fernanda était quand même extrêmement tendue. Ok, il rénove une maison pour l'arrivée du bébé. Ok, il dit qu'il l'aimait, ou plutôt qu'il l'aime. Mais d'après l'entourage de Fernanda, Luis n'était pas très excité à l'idée d'avoir un enfant avec elle. Il est déjà père d'une précédente union et il ne voulait pas nécessairement remettre le couvert. Est-ce qu'il n'aurait pas décidé de se débarrasser de Fernanda pour ne pas faire face à cette nouvelle responsabilité? Luis réagit aussitôt à ces accusations et il déclare qu'il envisage de quitter le Chili pour partir vivre en Espagne, où il a de la famille. Il déclare qu'il est épuisé par toutes ces accusations et qu'il veut recommencer sa vie ailleurs. Et ça inquiète les autorités. Luis est de plus en plus suspect aux yeux des enquêteurs. L'enquête a mis des plombes à démarrer. Autant vous dire qu'ils ne veulent pas laisser filer leur principal suspect. Au mois d'octobre, ils perquisitionnent la maison de Luis et lors de la fouille, ils découvrent des traces de sang dans les canalisations. Ça, c'est inquiétant. La gente es libre de pensar lo que ellos quieran. Y yo no puedo, yo no puedo decirle a la gente, tú tenés que creerme, o sea, cada uno tiene su pensamiento y si yo tengo mi conciencia tranquila y estoy cooperado con todos los, con todos los operativos, nunca he puesto un problema que necesitan una orden de un juez, no, es obvio, o sea, me entiendo, no, pero como te digo, pero para mí yo estoy tranquilo por mi persona. Les traces de sang sont envoyées en laboratoire afin d'être analysées, les résultats tombent, et c'est négatif. Il ne s'agit pas du sang de Fernanda. Et peu à peu, l'attention se détourne de Luis pour se reconcentrer sur la première piste, la fameuse bodega. Vous savez, la maison utilisée comme entrepôt près de chez Fernanda. Et pour rappel, c'est près de cette maison que Fernanda a été filmée pour la dernière fois le jour de sa disparition. À la fin de l'été, les autorités perquisitionnent de nouveau la maison avec des chiens pisteurs cette fois. Et malgré d'intenses recherches, toujours rien, que ce soit dans
ou devant la maison. Et c'est vrai que ça étonne fortement la communauté de Conchali, puisque c'est le dernier endroit où Fernanda a été aperçue. Elle ne s'est quand même pas envolée dans les airs. Les semaines qui suivent, toujours aucune trace de Fernanda et aucune nouvelle piste. Paola continue de faire des pieds et des mains pour retrouver sa fille. Elle ne lâche pas l'affaire. Et cette disparition est l'une des plus étranges de la région, voire du pays. Il y a eu d'innombrables témoignages, des dizaines de théories, et systématiquement, on retourne à la case départ. Il y a d'un côté ceux qui pensent que Fernanda est partie volontairement pour refaire sa vie ailleurs, sans doute avec un amant, et d'un autre côté, il y a ceux qui sont convaincus que Louis s'est impliqué. Il est bizarre. Et puis, quel homme normalement constitué déciderait de quitter le pays alors que sa compagne enceinte est portée disparue? Est-ce qu'il n'aurait pas dit ça pour faire comprendre à la presse qu'il en a tout simplement marre d'être accusé sans preuve? Le 12 novembre, soit 9 mois après la disparition de Fernanda, Louis publie un message sur son compte Facebook où il annonce son départ pour l'Espagne. Et il dit en gros « Je suis parti, maintenant nouvelle vie, famille, je vous aime, je passe en mode esprit saint. Merci la famille pour votre soutien inconditionnel. Maintenant arrivent les changements et les projets. » Autant vous dire que Paola a très très mal vécu cette nouvelle. Ok, il n'y a pas de preuve de l'implication de Louis, mais quand même, Fernanda est ou était sa compagne enceinte. Mais à ce stade de l'enquête, ce qu'il ressort, c'est qu'il y a autant de suspects que de voisins en réalité. Comme je vous l'ai dit, si quelque chose est arrivé à Fernanda, ça s'est produit dans son quartier, à quelques pas de chez elle. Et au mois de décembre, les enquêteurs perquisitionnent le domicile d'une voisine de la famille. Cette femme aurait eu un différend assez conséquent avec Fernanda par le passé, mais on ne retrouve rien chez elle. Pendant ce temps, la famille et les amis de Fernanda continuent d'harceler les autorités pour qu'elles retournent fouiller la bodega. Ils sont convaincus que les réponses se trouvent dans cette propriété. Mais le parquet estime qu'il n'y a plus rien à fouiller. Il y a déjà eu 3 perquisitions, on n'a rien trouvé, donc inutile d'y envoyer de nouveau des agents. À quoi bon ? Arrive le mois de janvier 2019. Fernanda a disparu depuis presque 1 an et l'enquête est au point mort. Sauf qu'il y a un petit détail qui semble de nouveau diriger les soupçons en direction de Louis. Fernanda a disparu le 10 février 2018 vers 17h30. Paola avait tenté de joindre Louis toute la nuit et il n'avait jamais répondu. Et il s'était présenté chez elle le lendemain vers 15h. D'ailleurs, lorsque Louis avait été interrogé par les enquêteurs, il avait expliqué que le lendemain, il s'était rendu chez Paola vers 15h et c'est comme ça qu'il avait appris que Fernanda avait disparu. Le problème, c'est qu'entre-temps, les enquêteurs se sont procurés d'autres images des caméras de surveillance qui se trouvent à proximité du domicile de Paola. Et ce que l'on voit, c'est que le lendemain de la disparition de Fernanda, Louis se rend effectivement chez Paola, mais pas à 15h, bien plus tôt dans l'après-midi. Et il a l'air complètement affolé sur les images. Mais pourquoi paraît-il inquiet alors qu'il n'est pas encore au courant que Fernanda a disparu? Alors ça reste un détail, mais dans la mesure où Louis est déjà largement soupçonné par tout le pays, ça rajoute quand même une couche supplémentaire. D'autant que l'enquête ne donne rien. À chaque fois qu'il y a un nouveau témoignage ou une nouvelle piste, ça ne mène nulle part. Et on peut clairement affirmer que les autorités ont une grande part de responsabilité dans tout ça. La disparition de Fernanda n'a pas été prise au sérieux au départ, alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Il a quand même fallu attendre plusieurs semaines pour que les enquêteurs se bougent enfin le fiac. Paola, de son côté, ne lâche pas l'affaire. Elle continue de dénoncer l'incompétence des forces de l'ordre et elle exige que l'enquête reprenne et qu'on découvre enfin ce qui est arrivé à sa fille. Les enquêteurs se remettent au travail donc, et après de nouvelles recherches, ils remarquent un détail très intéressant dans la vidéo qui montre Fernanda en train de se diriger vers la bodega. Avec l'angle de la caméra, on ne peut pas voir si Fernanda entre dans la maison. Cela dit, ce qu'on peut parfaitement voir, c'est que l'un des chiens de garde de la propriété se met à courir joyeusement dans la rue. Ça, c'est le comportement d'un chien qui voit une personne familière. Mais ce n'est pas ça le détail intéressant. Si le chien court joyeusement près de Fernanda, c'est que quelqu'un lui a ouvert le portail. Donc, au moment où Fernanda passait à côté de la propriété, quelqu'un a ouvert le portail. Et le seul qui aurait pu le faire, c'est son voisin et ami depuis 10 ans. Felipe. Souvenez-vous que Felipe a été interrogé par les enquêteurs l'année précédente. Il avait affirmé qu'il n'avait pas vu Fernanda au moment de sa disparition. Premier mensonge. Entre-temps, les enquêteurs ont récupéré les messages envoyés par Felipe le 18 février et ce qu'ils découvrent, c'est que Fernanda et Felipe s'étaient donné rendez-vous à la bodega vers 17h. Mais toujours d'après les messages de Felipe, Fernanda n'est jamais venue puisqu'il lui a envoyé un message vers 18h pour lui demander où elle se trouvait. Ça, c'est quand même très étrange. Dans la mesure où le chien sort de la propriété, c'est que le portail est ouvert, c'est que Felipe se trouve devant. Il a forcément vu passer Fernanda. Au minimum. Donc pourquoi lui envoyer ce message à 18h? Alors pour les enquêteurs,
c'est une piste intéressante, mais c'est pas encore la piste la plus solide, dans la mesure où ils ont déjà fouillé à plusieurs reprises l'entrepôt, ils n'ont rien trouvé. Ils se disent que ça reste une piste, mais pas la plus solide. Cela dit, il y a un autre détail troublant. Ce sont les déclarations de Felipe. Elles ne sont pas claires. Il a été interrogé à plusieurs reprises depuis la disparition de Fernanda, et ses déclarations se contredisent. Felipe a par exemple déclaré qu'il était en déplacement au moment de la disparition de Fernanda. Pourtant, il était censé avoir rendez-vous avec elle, d'après ses échanges téléphoniques. Une autre fois, il a déclaré qu'il n'avait pas les clés de l'entrepôt. Puis en fait, si, il a les clés de l'entrepôt. 1 an après la disparition de Fernanda Maciel, Felipe Rojas devient le suspect numéro 1. Mais il faut davantage de preuves pour l'arrêter. Quelque chose de solide. Un corps, par exemple. Peu après la découverte de cette nouvelle piste, entre guillemets, une jeune femme se présente aux autorités pour dénoncer des violences de la part de son ex-conjoint, Felipe. Cette jeune femme a 23 ans, elle est auditionnée à 4 reprises et lors de sa dernière déposition, elle affirme que Felipe lui a avoué être impliqué dans la mort de Fernanda. Elle raconte que le 10 février 2018, Felipe et Fernanda se sont donné rendez-vous à la bodega. Et lorsqu'ils sont entrés dans la maison, Fernanda a glissé et elle s'est accidentellement fracassé la tête contre une table. Elle a ensuite convulsé avant de mourir. Et pris de panique, Felipe l'a enveloppée dans des morceaux de tissu et l'a enterrée dans un trou, dans la propriété. Il a ensuite pris le téléphone de Fernanda, il l'a réinitialisé avant de le vendre dans un marché. Voilà, c'est quand même assez loufoque comme histoire, mais ça convainc les autorités de mener une 7e perquisition dans la bodega. Et autant vous dire que Paola a été particulièrement blessée puisqu'elle demande depuis plusieurs mois une nouvelle perquisition dans la maison. Elle est convaincue que la réponse s'y trouve. Le 24 juin 2019, des agents se rendent à la bodega, l'entrepôt est minutieusement fouillé et le corps de Fernanda est effectivement retrouvé 499 jours après sa disparition. Elle était enterrée dans le jardin dans une fosse recouverte de chaux pour masquer les odeurs, puis scellée sous une plaque de ciment, le tout sous une pile de débris de plus de 2 mètres de hauteur. Elle se trouvait à quelques pas de chez elle depuis le départ. Lorsque le corps est déterré, la famille de Fernanda est bien sûr invitée à venir l'identifier et la mère de Paola confirme qu'il s'agit de sa fille. Dans la mesure où elle était momifiée, ses différents tatouages ont permis son identification et pour ceux qui se posent la question, sa fille était toujours dans son ventre. Felipe Rojas est aussitôt interpellé, les plaça en détention préventive, mais il nie. Il n'a rien à voir avec la mort de Fernanda. Louise, de son côté, a été blanchie. Forcément, il n'avait rien à voir avec la disparition de Fernanda, même s'il faut reconnaître qu'il a eu quand même quelques comportements un peu douteux. Cela dit, il a révélé quelque chose à la presse d'assez bizarre. D'après lui, le parquet était au courant depuis le mois d'avril que Fernanda était enterrée à la bodega. Si ce qu'il dit est vrai, pourquoi avoir attendu 2 mois avant de retourner creuser à la bodega ? Est-ce que les enquêteurs attendaient une preuve qui confirme ça ? Ou est-ce que les autorités ont été convaincues par le témoignage de l'ex de Felipe ? Ou bien, ça c'est une autre théorie qui circule, est-ce que les autorités ont eu peur de montrer un nouveau signe de leur incompétence en dévoilant que le corps était enterré à la bodega alors qu'il y avait déjà eu 5 ou 6 perquisitions auparavant ? Bon, c'est vrai que ça reste quand même assez étrange, d'autant que Louis a souligné un autre détail, on va dire à charge vis-à-vis des autorités. Vous vous souvenez que son domicile à lui a aussi été perquisitionné et on a retourné son jardin pour vérifier qu'il n'avait pas enterré Fernanda chez lui. Donc pourquoi personne n'a eu l'idée de faire la même chose à la bodega ? Il y a eu 5 ou 6 perquisitions avant. Comment est-ce possible que personne n'a eu l'idée de vérifier dans le jardin ? Concernant les membres de la famille de Fernanda, ils sont soulagés. Le corps a été retrouvé, certes, mais le plus important pour eux à présent, c'est de comprendre ce qu'il s'est réellement passé. Et dans la mesure où Felipe se déclare innocent, il n'a pas apporté le début d'un atome d'explication. Mais l'autopsie va nous apporter toutes les réponses. D'après le rapport du médecin légiste, Fernanda avait les mains liées. Elle a été violée, mais la cause de la mort est la suffocation. Elle a été enterrée vivante. Et concernant son bébé, la petite était en train de s'engager dans la zone pelvienne au moment de sa mort. Autrement dit, Fernanda était en train d'accoucher quand elle est morte. C'est terrible. La persona que hizo esto o las personas que hicieron esto, si es que hay más involucrados, tienen que pagar lo que le hicieron a mi hijo, porque nadie tenía derecho a quitarle la vida a mi hija. Nadie tenía derecho a que mi hija no fuera más, no pudiera criar a su bebé. No, nadie tenía derecho a hacerle eso. Mi hija tenía una vida por delante, una vida linda por delante. Como te digo, se pueden decir miles de cosas y se van a decir miles de cosas, pero yo todo eso me lo echo a la espalda porque mi foco sigue siendo ese, hacer justicia por ella. Y yo lo voy a hacer. Lo que me demore, pero yo lo voy a hacer. Yo voy a llegar hasta el final.
Ce rapport écarte complètement la thèse de l'accident avancé par l'ex de Felipe. Il n'y a jamais eu d'accident ou de chute ou de je ne sais quoi, non. Il s'agit bien d'un viol suivi d'un meurtre. Et pendant plus d'1 an, Felipe s'accroche à la négation. Il n'a rien fait à Fernanda, il n'est pas impliqué dans son meurtre. Et dans la mesure où en 2019, il y a eu le coco, il y a eu beaucoup de retard au niveau du système judiciaire. Donc pendant 1 an, il est envoyé à l'isolement et il refuse de faire des déclarations, en tout cas d'expliquer ce qu'il a fait à la pauvre Fernanda. En décembre 2020, pendant presque 4 heures d'audience préliminaire devant un juge, Felipe Rojas reste silencieux et impassible. Souvenez-vous qu'il se déclare innocent, forcément. Sauf qu'entre-temps, le parquet s'est procuré les images des caméras de surveillance du lendemain de la disparition de Fernanda, ou plutôt de son meurtre, puisqu'à présent on sait que c'était un meurtre. Et ce qu'on y voit, c'est Felipe se rendre à la bodega avec des sacs de ciment qui correspondent au ciment retrouvé dans le jardin. Et cette preuve est également présentée lors d'une audience devant le juge. Mais Felipe ne réagit pas. Et il ne réagit pas non plus lorsqu'on lui lit les témoignages à charge et qu'on lui énumère les nombreuses contradictions dans ses déclarations concernant ce qu'il avait fait le jour de la disparition, ou plutôt du meurtre. Et tout au long de l'audience, il fixe le vide, silencieux. Alors parmi les autres preuves, on a retrouvé une empreinte de chaussure sur le ciment qui recouvrait le corps de Fernanda. Et cette empreinte correspond à une paire de baskets appartenant à Felipe. En décembre 2020, après plusieurs mois supplémentaires de mutisme, Felipe passe finalement aux aveux. Mais comme vous pouvez vous en douter, puisque c'est souvent le cas sur cette chaîne, ce n'est pas tout à fait ce qu'on croit. Il va tout nous expliquer. Felipe raconte que le 10 février 2018, Fernanda l'a rejoint à la bodega pour fumer un petit joint. Ils se sont posés dans la maison pour discuter, mais à un moment, Felipe a eu un geste qu'il ne sait pas s'expliquer. Il a pris une photo des jambes de Fernanda qui portait une robe courte. Et lorsque Fernanda a vu ça, elle s'est aussitôt levée pour partir. Elle était très mal à l'aise. Et Felipe a essayé de s'excuser. Il a demandé à Fernanda de rester, mais elle ne voulait pas l'écouter. Elle s'est dirigée vers la porte pour partir. Felipe s'est précipité vers elle. Il l'a tirée pour la ramener à l'intérieur. Là, une dispute a éclaté. Fernanda s'est accidentellement cogné la tête sur une table et elle a perdu connaissance. Et Felipe a pensé qu'elle était morte. Il a paniqué, mais il en a quand même profité pour la violer. Après quoi, il l'a enveloppée dans des draps et il a traîné son corps au fond de la maison. Il jure que le trou dans le jardin était déjà creusé pour y enterrer des débris. Ce n'était pas pour Fernanda. Il n'avait pas prévu de la tuer. Parole de scout. Autant vous dire que le parquet ne croit absolument pas à cette version, puisque le propriétaire de la maison a nié cette histoire de débris à enterrer. En fait, Felipe avait creusé ce trou 4 jours avant le meurtre de Fernanda, et ça laisse penser qu'il avait longuement prémédité son geste. Toujours est-il qu'après avoir tué Fernanda, il l'a déposée dans le trou, qu'il a recouvert de chaux et de terre pour masquer l'odeur du corps, et le lendemain, il a acheté du ciment pour recouvrir le trou avec. Puis, il a ajouté des débris. Ni vu, ni connu. L'un des points les plus tragiques de cette histoire, c'est qu'après la supposée disparition de Fernanda, Felipe s'était rendu chez Paola pour lui apporter son soutien. Et on le voit même soutenir Luis à plusieurs reprises dans la rue lors des recherches. La famille de Fernanda appréciait énormément Felipe. Et personne ne se doutait un seul instant que ce cuisinier, ce voisin souriant, nourrissait une obsession malsaine pour Fernanda depuis plusieurs années. Il avait développé une sorte de fixation morbide sur elle. Il cherchait des moyens de se rapprocher d'elle. Il l'appelait parfois par-dessus la clôture de leur maison pour discuter, fumer ensemble. Et à chaque tentative, il réalisait que Fernanda ne le considérait que comme un ami, rien de plus. Avec l'arrivée du bébé et l'installation avec Luis, Felipe a compris qu'il allait la perdre définitivement. Donc ce jour-là, c'était pour lui l'occasion de la posséder avant qu'elle ne lui échappe. Le procès de Felipe Rojas s'ouvre finalement en mars 2023 à Santiago. Il est poursuivi pour viol, homicide aggravé et avortement forcé, puisque la mort de la petite n'est pas considérée comme un meurtre. Le 25 avril, après 40 jours de débat, Felipe est reconnu coupable à l'unanimité pour tous les chefs d'accusation. Il est condamné à la prison perpétuelle, c'est-à-dire 40 ans de prison ferme, c'est la peine la plus lourde au Chili. Le verdict et la sentence ont bien sûr insatisfait la famille de Fernanda Maciel. Cela dit, et c'est un point qu'il est important de souligner, apparemment toute la lumière n'a pas été faite sur cette affaire. Tout d'abord, beaucoup ne comprennent pas toutes les négligences des autorités. Il a quand même fallu attendre plus d'1 an avant de découvrir le corps de Fernanda, alors que depuis le départ, tous les indices pointaient vers la bodega, tout convergeait vers cet endroit. Et malgré 6 perquisitions, les autorités n'avaient pas trouvé le moindre indice. Et puis concernant Felipe, beaucoup pensent qu'il n'a pas agi seul. Il a forcément bénéficié d'une aide extérieure. Il a creusé un trou dans le jardin suffisamment profond et large pour une femme enceinte. Il a ensuite tout recouvert de chaux et de ciment avant d'y ajouter 2 mètres
lettres de détritus et il aurait fait tout ça quand même assez rapidement. La théorie qui circule, c'est qu'il a pu être aidé par des connaissances à lui, mais il n'a pas parlé par code d'honneur ou peut-être par peur des représailles. Et ce qui permet d'appuyer cette théorie, c'est qu'après l'arrestation de Felipe, les autorités ont reçu anonymement des images d'une caméra qui donnait près de la bodega. Et le soir du meurtre de Fernanda, on voit la voiture d'une connaissance de Felipe garée devant la propriété. Pour la justice chilienne, cela dit, il reste à ce jour le seul et unique responsable du meurtre de Fernanda Maciel. Alors, petit détail et pas des moindres, comme je vous l'ai dit, il y a eu énormément de théories qui avaient circulé sur cette affaire. Et lorsque Fernanda avait disparu, il y avait eu tout un tas de médiums qui s'étaient manifestés. Voilà, vous connaissez un petit peu, il parle avec les morts, il parle avec les fantômes, etc. J'ai délibérément choisi de ne pas trop évoquer cet aspect de l'affaire, parce que vous me connaissez à présent, moi j'ai très très peur de tout ce qui touche à l'occulte, les genoux, les fantômes et compagnie. Mais bon, je vous l'évoque rapidement en fin de vidéo, parce que c'était pas non plus... je trouve capital pour la compréhension de cette histoire, mais en gros il y a tout un tas de médiums qui sont intervenus à la télé, qui ont donné des interviews lors des recherches de Fernanda, et tous disaient qu'elle était morte et que la réponse se trouvait à la bodega. Et certains médiums ont même dit qu'ils s'étaient rendus à la bodega et qu'ils avaient pu rentrer en communication avec l'esprit de Fernanda à ce moment-là, donc ils avaient entendu une voix d'outre-tombe. Bref, je vais pas trop m'épancher sur cette partie parce que j'aime pas du tout parler de ce genre de choses, mais je l'évoque en fin de vidéo parce que ça me semblait intéressant de le mentionner rapidement, mais encore une fois, c'était pas capital pour la compréhension de l'affaire. Voilà tout pour l'histoire de cette jeune femme de 21 ans, enceinte de 8 mois, cruellement violée et assassinée par un ami une après-midi de février 2018. Es por lo que luchamos, esta pelea, esta lucha es de mi hija Fernanda y de su hija Josefa, más que de nosotros. Siento que le estoy cumpliendo una promesa que le hice, que es la segunda promesa que yo le hice, y estoy contenta, estoy nerviosa, pero mi corazón está tranquilo porque mi hija y mi nieta van a poder descansar en paz. Todavía falta la sentencia. Bon, les gars, je pense que je vais abandonner. C'est la 6e fois là que je tourne la fin de ma vidéo. Et comme je suis très fatiguée, en fait, je bégaye et j'en ai marre. Ça m'a fané comme never. Donc, je finirai en disant que cette histoire était extrêmement cruelle. Ça m'a brisé le cœur de savoir qu'elle était en train d'accoucher. Quand elle est morte, ça m'a fait mal au cœur. En plus... faut enterrer quelqu'un vivant, vraiment c'est une cruauté. Et puis la petite fille Bichette qui n'a même pas été reconnue comme un enfant par la justice, moi ça me fait mal au cœur, parce que 8 mois c'est un bébé, c'est un enfant, je veux dire, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Et bon, après je me dis, il a eu la peine la plus lourde au Chili, mais j'aurais préféré quand même que la vie de cet enfant soit considérée. Bon, après c'est comme ça, hein, chaque pays a son système judiciaire. Bref, ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.